Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le 13h au Bénin. Voici le sommaire. Déclaration préliminaire des missions d'observation qui ont suivi rigoureusement le scrutin présidentiel de ce dimanche 12 avril. Comme c'est de tradition dans tout processus électoral, les missions de différents pays dépêchés dans le bureau de vote ont présenté à la Sénat ce mardi le rapport de leurs observations. Ensuite, présent également sur le terrain à travers sa mission d'observation électorale, le Conseil de l'Entente s'est associé à cet exercice de transparence. À l'initiative de la CEDEAO, l'organisation sous-régionale a rendu publique sa déclaration préliminaire sur le déroulement du scrutin, un regard complémentaire qui met en lumière les points forts du processus électoral béninois, tout en appelant à des améliorations pour des échéances futures. Et puis enfin, le coût de la vie qui fait débat de plus en plus entre loyer en hausse, transport, alimentation et charges du quotidien. De nombreux habitants peinent à joindre les deux bouts. Mais concrètement, combien faut-il pour vivre décemment dans une ville comme Cotonou? Nous avons posé la question à des Cotonois et Cotonoises. Vous en saurez davantage dans un instant. Et voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Au lendemain du scrutin présidentiel du dimanche dernier, plusieurs observateurs qui ont suivi minutieusement le déroulement de l'ensemble du processus font le point. Les missions de différents pays dépêchés dans les bureaux de vote ont présenté à la Sénat ce mardi le rapport de leurs observations. Au thème de cette rencontre avec Sakalafi et ses collaborateurs, les délégations ont fait une déclaration préliminaire suivant un extrait des déclarations de l'Observatoire des jeunes leaders pour la non-violence et la paix, et puis Femmes en Action et l'ONG Femmes en Action internationale. Des points positifs majeurs à relever. La mission salue en particulier la stabilité des institutions, le professionnalisme des autorités électorales, le civisme des électeurs, l'engagement des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire, l'introduction du cachet de vote ayant contribué à réduire significativement les bulletins nuls. La mission relève néanmoins certains défis, notamment la restriction liée au système de parrainage des candidatures. Par ailleurs, la mission note que, bien que les restrictions en matière d'inclusion politique constituent un défi démocratique, elle présente sur le plan strictement organisationnel certains effets pratiques, notamment la simplification du dispositif électoral, une meilleure maîtrise logistique, une réduction des tensions liées à la multiplicité des candidatures. Insuffisance relevée. Malgré ces points positifs, la mission a relevé certaines insuffisances. Retard dans l'ouverture de certains bureaux de vote, difficultés d'orientation pour certains électeurs, quelques problèmes logistiques. Ces insuffisances n'ont toutefois pas entaché de manière significative la crédibilité du scrutin. La mission formule les recommandations suivantes. Renforcer la formation des agents électoraux, améliorer la logistique électorale, renforcer la sensibilisation des électeurs, mettre en place des mécanismes modernes de gestion électorale. Encourager le dialogue politique permanent. Elle appelle également tous les acteurs à rejeter toute forme de violence. À leur tour, les missions de Nouvelles Perspectives Suisses et le réseau international des ambassadeurs et artisans de paix ont passé au crible le processus électoral béninois. Entre satisfecit sur certains aspects et préoccupations sur d'autres, ces missions d'observation formulent également des recommandations à l'endroit de la CELA. On les écoute. Nous pouvons aussi dire qu'il y a quelques incohérences aussi qui ont été identifiées sur place. Aujourd'hui même, au cours de cette session que nous avons eue avec la Sénat, le président de la Sénat et ses collaborateurs, nous avons eu à parler de long et à large sur ces incohérences et nous saluons d'une manière particulière l'effort du peuple béninois sur sa démarche à consolider la démocratie et aussi, surtout, les parties prenantes au processus, leurs activités sur le terrain ont été très remarquables. Nous avons vu une volonté à
garder un climat de paix. Cette équipe a fait sortir un rapport que nous avons déjà mis à disposition du président et nous pouvons dire que nous avons beaucoup plus formulé des vœux à ce que dans le futur, qu'il y ait plus de formation, surtout en matière d'éducation civique aussi, afin que la population puisse beaucoup plus se sentir plus mobilisée. Fidèle à sa mission de promotion de la paix et de la démocratie, notre organisation a suivi avec une attention particulière le déroulement de ce vote historique marquant la fin du second mandat de son Excellence, Monsieur le Président Guillaume Athanase Patrice Talon. Le RIAMAPES salue le sens des responsabilités du peuple béninois. La coordination nationale du RIAMAPES adresse ses plus chaleureuses félicitations à l'heureux élu de ce scrutin et nous formons le vœu que votre mandat soit placé sous le signe de la consolidation, de l'unité nationale. Après plusieurs jours d'observation couvrant l'ensemble du processus électoral de la campagne jusqu'au scrutin, la mission d'observation électorale de la CEDEAO a livré sa déclaration préliminaire, une sortie très attendue qui dresse un premier bilan du déroulement de l'élection présidentielle au Bénin. Dans sa déclaration, justement, la mission de la CEDEAO salue la maturité démocratique du peuple béninois tout en formulant des recommandations à l'endroit des autorités béninoises à la Sénat et à des acteurs politiques afin d'améliorer la gouvernance électorale au Bénin. La déclaration a été lue par l'ancien président du Ghana, Nana Akufo-Addo, chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO. Voici un extrait de sa déclaration. Au cours de la phase d'ouverture, la mission a observé 55 postes de vote répartis dans les 12 départements du Bénin. Dans l'ensemble, le processus d'ouverture s'est déroulé dans le calme et de manière ordonnée, avec une présence visible mais non intrusive des forces de sécurité dans la plupart des localités. Sur les 55 postes de vote observés, 85% ont ouvert à l'heure, tandis que 15% ont resté de retard. Les opérations de vote ont ainsi débuté entre 7h et 7h53. Toutefois, les observateurs ont relevé des cas isolés d'ouverture anticipée de certains postes de vote, en dehors de l'heure de démarrage prévue par la loi électorale. En résumé, bien que la majorité des postes est ouvert à l'heure et dans les conditions globalement organisées lors du scrutin du 12 avril, la mission a observé des retards localisés et des irrégularités susceptibles d'affecter par endroits la qualité et la crédibilité du processus électoral. Ces dysfonctionnements, bien que ponctuels, sont manifestement en décalage avec les dispositions du cadre légal et réglementant en vigueur. La mission recommande en outre à l'organe de gestion des élections de poursuivre et d'intensifier les efforts d'actualisation du fichier électoral, notamment en vue d'en améliorer la fiabilité. La mission félicite le peuple béninois pour son sens de responsabilité et son comportement globalement exemplaire. Présent également sur le terrain à travers sa mission d'observation électorale, le Conseil de l'Entente s'est associé à cet exercice de transparence à l'initiative de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale a rendu publique sa déclaration préliminaire sur le déroulement du scrutin, un regard complémentaire qui met en lumière les points forts du processus électoral béninois, tout en appelant à des améliorations pour des échéances futures. La déclaration a été lue par le chef de la mission que nous allons écouter. Au vu des constats recueillis dans les localités observées, la mission retient
que le scrutin présidentiel du 12 avril 2026 s'est globalement déroulé dans des conditions satisfaisantes d'organisation, de sécurité et de sérénité. La mission relève positivement la bonne préparation matérielle des bureaux observés, le respect de la durée légale du vote, le démarrage immédiat et public du dépouillement, ainsi que l'implication des institutions chargées de la supervision et du contrôle du processus. La mission souligne également que ce scrutin a permis d'éprouver dans les faits les réformes engagées en matière de système partisan et de code électoral. Les enseignements qui en découleront devront être analysés avec attention tant au regard des acquis constatés que des ajustements susceptibles de renforcer davantage la confiance dans le processus électoral. La mission d'observation du Conseil de l'Entente félicite la Sénat, la Cour constitutionnelle, la HAC, les autorités en charge de la sécurité et de l'administration territoriale pour leurs efforts conjoints en faveur d'un scrutin bien organisé. La mission remercie chaleureusement les autorités béninoises pour les facilités accordées ainsi que toutes les institutions impliquées pour leur disponibilité et leur sens du service public. Le Conseil de l'Entente réaffirme sa disponibilité constante à accompagner la République du Bénin dans ses efforts de consolidation démocratique, de cohésion nationale et de modernisation de sa gouvernance électorale. Après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du dimanche 12 avril par la Sénat qui donne vainqueur Romuald Wadani, l'acteur politique Sylvanus Aissi a fait une sortie médiatique ce mardi pour féliciter le président élu et saluer cette victoire historique. Il a également saisi l'occasion pour rendre un hommage mérité à Patrice Talon et saluer le peuple béninois qui a contribué par sa forte mobilisation à ces résultats. Je vous invite à suivre un extrait de sa déclaration au micro de Ouliatou Sanusi, Moufil Sabouran. Cette victoire n'est pas seulement celle d'un homme, elle est avant tout la victoire du peuple béninois. Je le dis avec force, le peuple béninois ne s'est pas trompé. Il a choisi la compétence. Il a choisi la rigueur. Il a choisi la vision. Romuald Wadani n'est pas un choix par défaut. Il est un choix d'excellence. Dans un contexte marqué par des défis économiques, sociaux et institutionnels majeurs, il représente aujourd'hui ce que notre pays a de meilleur à offrir. Une intelligence au service de l'action, une discipline au service des résultats et une vision au service de la génération future. Permettez-moi également, en cet instant, d'adresser une reconnaissance appuyée au président Patrice Talon par son engagement, sa détermination et sa capacité de conduire les choses avec maîtrise. Il a su tracer le chemin du développement et préparer le terrain des avancées à venir. Une fois encore, félicitations, Monsieur le Président élu. Que Dieu vous guide, vous protège, vous inspire dans la conduite de notre nation. Les élections sont désormais terminées. Sylvanus Aissi a saisi l'occasion pour appeler la classe politique à plus de responsabilité, à l'unité dans l'action en vue de hisser très haut le Bénin. On l'écoute à nouveau au micro de Ouliatou Sanusi, Moufil Sabouran. Cependant, cette victoire nous impose aussi des devoirs. Elle nous rappelle la responsabilité collective. C'est pourquoi j'en appelle à la classe politique
en particulier celle qui soutient l'action du président élu. Nous devons rompre avec les vices qui minent nos rangs, les commémorages, les ragots, les cancans et les propos diffamatoires, comme l'a récemment dénoncé le président Joseph Ifame Tchogbenou. Ces pratiques ne nous honorent pas, elles nous divisent, elles nous ralentissent. Je le dis sans détour, Romuald Wadaye n'a pas besoin de cela. Il a besoin de notre unité, il a besoin de notre engagement total. L'heure n'est plus aux querelles inutiles. L'heure est la mobilisation générale. L'heure est la construction nationale. Unis, nous serons plus forts. Unis, nous irons plus loin. Unis, nous réussirons. Pour finir, je voudrais formuler une doléance à son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon. Monsieur le Président, dans quelques semaines, vous allez passer la main à votre successeur. S'il vous plaît, Monsieur le Président, ne soyez jamais loin de nous. Vous êtes l'une des perles rares en matière de gouvernance publique. Et j'ai la ferme conviction que nous continuerons à apprendre de vous. Et bien voilà, dans la suite de cette édition, nous irons dans l'Atakura où ce dimanche dernier, la localité de Perma a été le théâtre d'un drame. Nous allons essayer d'avoir des précisions sur ce qui s'est réellement passé dans cette localité. Et pour le faire, je suis en direct avec François Koukoubou. Il est le chef de l'arrondissement de Perma à Natetengu. Monsieur le chef d'arrondissement, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Merci de votre disponibilité. Alors, je le disais tantôt, ce dimanche dernier, votre localité a été le théâtre d'un drame. Justement, on parle d'un accident dans une mine exploitée illégalement. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Merci monsieur le journaliste de m'avoir donné la parole. Ce dimanche 12 avril, où toute la nation béninoise était dans les bureaux de vote pour remplir leur devoir civique afin de choisir le successeur de notre président, notre très cher président Guillaume Athanase Talon. C'est en ce moment, sur un site clandestin où se passent les activités d'orpaillage artisanal. Et ce site se retrouve dans l'emprise sur le territoire bien sûr de Perma, et précisément Koussig Montagne. C'est à ce niveau qu'il y a eu un incident. Cet incident a été un éboulement, un affaissement sur les personnes dans un puits d'or. Et les efforts consentis jusqu'à ce jour pour déterminer le nombre de disparus sous les décombres sont restés vains. Il n'y a pas eu de rescapés pour pouvoir nous situer avec précision combien de personnes sont victimes ce jour 12 avril 2026. Monsieur le journaliste. Donc, alors, c'est donc compliqué de se faire une idée alors des dégâts, notamment en termes de personnes blessées ou décédées. Bon, je disais tantôt qu'il n'y a pas eu de rescapés, il n'y a pas eu de blessés. S'il y avait eu de blessés, qu'on pourrait les interroger et savoir à peu près combien de personnes se trouvaient dans le dit puits. Allez, dites-nous alors, puisque alors, on sait que dans votre localité, il y a beaucoup de mines qui sont exploitées de façon illégale. Alors, quelles sont les dispositions qui sont prises pour sécuriser ces sites-là? Le service des mines décentralisées de l'Atakura, je vais parler de la direction départementale des mines, est en train de consentir des efforts depuis un bon moment pour nous parler des biens et des contre de l'activité.
Et des sensibilisations ont été faites par la direction départementale des mines, bien sûr, et pour que nous ne nous retrouvons plus dans l'illégalité. D'ailleurs, le site sur lequel il y a eu un drame se retrouve sur l'emprise de la société Zencoin, c'est une société étrangère chinoise. Il y a eu un agrément avec notre gouvernement. D'accord, donc on retient que pour l'heure, il est très difficile d'identifier justement le nombre de victimes. On retient qu'il n'y a pas eu de rescapés. Monsieur le chef d'arrondissement, merci pour ces précisions. Merci, monsieur le journaliste. Je vous souhaite une très bonne journée à Nati Tengu. Cette édition se poursuit à Cotonou. On se pose la question. Le coût de la vie fait de plus en plus débat entre loyer en hausse, transport, alimentation et charges du quotidien. De nombreux habitants peinent à joindre les deux bouts. Mais concrètement, combien faut-il pour vivre dans une ville comme Cotonou de façon décente? Justement, une équipe de la rédaction conduite par Estée Tofa s'est intéressé à la question. Voici le reportage. Ce n'est pas d'une somme on a besoin. On a besoin du cardio, du courage. C'est la réaction de plusieurs Cotonois rencontrés. Dans la capitale économique, vivre au quotidien est devenu un véritable exercice d'équilibre. Entre le loyer, souvent jugé élevé, les frais de transport et le panier alimentaire, les dépenses s'accumulent. C'est sérieux. Factures, électricité, eau, s'occuper des enfants, sérieux. Même un fonctionnaire ne peut pas s'en sortir facilement. Le minimum que moi je le fais en un mois, c'est pas moins de 300 000. Sans mes propres besoins. Reconnaissons qu'avec l'inflation, on peut reconnaître que les ressources disponibles n'arrivent pas à couvrir toutes les charges. Il y a la popote à la maison, il y a votre entretien, il y a votre déplacement, et il y a la maison, il y a les factures à payer. Si vous êtes en location avec beaucoup d'enfants, il y a un minimum que vous devez payer en loyer. Si bien que, en toute honnêteté, si vous n'avez pas un minimum 300 000 francs à la fin de chaque mois, j'avoue, vous survivez. Pour un célibataire, une famille ou un étudiant, le budget varie. Aimé Dadeyon, spécialiste des questions économiques, donne son avis d'expert sur la question. Il n'y a pas un montant fixe qu'il faut désigner pour vivre à Cotonou, mais moi je trouve qu'il faut tout au moins un minimum de 80 000 quand on n'a vraiment rien. Ensuite, pour quelqu'un qui veut vivre dans une classe moyenne à Cotonou, il faut entre 200 et 300 000. Vous avez un logement, une chambre-salon bien équipée, vous avez une petite famille à qui vous arrivez à satisfaire les besoins vitaux et autres. Mais quelqu'un qui veut vivre à son aise à Cotonou, il faut un minimum de 500 000 francs. Dans les marchés comme dans les quartiers, chacun s'organise comme il peut. Le spécialiste invite à s'organiser de sorte à vivre selon ses moyens. Il exhorte par ailleurs chacun à miser sur les épargnes et éviter au maximum les dettes. Le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari a reçu dans la matinée de ce mardi les copies figurées des lettres de créance de l'ambassadeur désigné du Tchad près le Bénin. Le ministre et le nouvel ambassadeur ont eu un entretien élargi aux délégations de leurs pays respectifs au cours des échanges divers sujets visant à renforcer les relations entre Cotonou et Vienne ont été abordés. Faut-il le rappeler, l'ambassadeur justement est diplômé de l'École nationale d'administration ENA d'Alger, Algérie, option diplomatie et relations internationales en 2001. Il totalise plus de 2 décennies d'expérience au service de son pays. Il a occupé divers postes aussi bien à la centrale que dans les services extérieurs, comme par exemple chef de division de la direction de la francophonie.
Cette édition se poursuit à harmoniser et optimiser les procédures d'audit des marchés publics. C'est dans cette dynamique que l'autorité de régulation du sous-secteur a organisé vendredi à Cotonou une session de formation des cabinets spécialisés. L'activité a rassemblé pendant 2 jours des représentants de cabinets en provenance des 4 coins du Bénin au siège du comité régional de l'emploi et de la formation et de l'orientation professionnelle Hugues Vegnibé, Rachidi Soubero. Plus de 100 représentants de cabinets d'audit ont répondu à l'appel de l'autorité de régulation des marchés publics. Cette rencontre pédagogique intervient suite à une évaluation du système de passation des marchés publics qui absorbe plus de 90% des ressources de l'État. Elle sert à outiller les participants sur le nouveau référentiel d'audit. Donc aujourd'hui, la question est de savoir comment on fait pour qu'il y ait une démarche méthodologique acceptable de tout le monde, qu'il y ait un carnaval que tous les intervenants dans les audits des marchés publics puissent respecter afin que nous ayons des rapports harmonisés et qu'il y ait des résultats satisfaisants. Dans le passé, nous rédigeons des rapports par moments qui sont contestés. Il n'y avait pas une harmonisation en matière de normes, des standards. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux de constater que dorénavant, nous disposons, ou du moins le Bénin dispose d'un référentiel en matière d'audit dans le cadre de la régulation des marchés publics. Un brainstorming sur la signification du concept de marché public et une présentation détaillée du référentiel par des experts sont les grandes lignes de cette session de formation. Selon les participants, la démarche doit être étendue pour une meilleure efficacité. Nos attentes, dans un premier temps, c'est de prolonger cette formation également à l'endroit des acteurs, c'est-à-dire les PRMP, les services de contrôle, les directeurs de contrôle des marchés publics, les acteurs qui opèrent dans le secteur des dépenses publiques. Démarrée le 9, la session a pris fin le 10 avril 2026. Elle est sanctionnée par la remise de 3 attestations, dont une au nom du cabinet d'audit et 2 pour ses représentants. Cotonou et Abomey-Calavi sont les cibles d'une campagne contre les caniveaux à ciel ouvert et les caniveaux dégradés. De vastes travaux de réhabilitation de ces ouvrages sont exécutés dans ces 2 grandes villes depuis plusieurs mois pour le bonheur des populations. Nous sommes allés sur le terrain, voici les images. Des femmes marchant avec assurance sur un caniveau. Cette image apparemment ordinaire est pourtant révélatrice d'un changement majeur sur ce tronçon de Kokotomé. Dans un passé récent, ici, les caniveaux étaient à ciel ouvert et source de multiples désagréments pour les riverains. J'étais obligée de surveiller attentivement mon fils pour qu'il ne tombe pas dans un caniveau. Mais d'autres personnes et des objets de toute nature tombaient dans ces ouvrages sans voûte. Le pire, c'est le mélange de senteurs qu'ils dégageaient. Ce changement observable également à Womé, Tankwe et dans d'autres quartiers est le résultat de travaux d'aménagement à grande échelle réalisés dans plusieurs arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi, touchés par le phénomène des caniveaux à ciel ouvert. Le fait que c'est fermé désormais, ça évite les risques, les mauvaises odeurs et tout. À Cotonou, le constat est similaire. Dans la capitale économique, les travaux exécutés incluent non seulement les caniveaux sans voûte, mais également ceux qui sont délabrés. Cependant, les populations soulignent quelques fausses notes. Bon, je trouve que c'est une bonne initiative, mais puisque parfois l'accès aux véhicules est un peu difficile. Bon, mis à part ça, c'est une bonne chose quand même. L'accès aux véhicules? Oui, en voulant descendre ou bien en voulant monter, c'est un peu difficile. L'opération de réhabilitation des caniveaux est toujours en cours dans certaines zones de Cotonou et d'Abomey-Calavi.
Un dernier reportage à suivre avant de prendre congé de vous. Connu pour révéler et sublimer la beauté féminine, les perles de hanche occupent une place particulière dans le quotidien des femmes, symbole de séduction mais aussi de confiance en soi. Elles traversent le temps sans perdre leur valeur. Femmes et spécialistes en perles reviennent ici sur leur importance et livrent quelques conseils pour mieux les adopter. C'est dans ce reportage. Ça séduit les hommes quand même. Donc, selon moi, c'est bon de porter les perles. Selon moi, les perles représentent la rondeur des beautés des femmes. Autant de perceptions que suscite le port des perles chez les femmes à Cotonou. Discrètes mais pleines de sens, les perles à la hanche continuent de traverser les générations en société béninoise. Bien plus que de simples accessoires de beauté, elles incarnent à la fois féminité, élégance et identité culturelle. Rester connecté à notre culture africaine et suivre l'évolution de leur corps. Parce que quand vous portez les perles et que vous perdez du poids, ça va descendre jusqu'à tomber. Et si vous prenez du poids, ça va vous serrer jusqu'à vous allez couper les perles. Longtemps ancrées dans les traditions africaines, les perles, selon certaines croyances, jouent un grand rôle à la hanche d'une femme au foyer. Du simple fil de perles fines au modèle plus élaboré, il en existe une grande diversité. Le choix varie selon les goûts, les significations et parfois même les intentions de celles qui les portent. Si vous êtes quelqu'un par exemple qui porte les collants, les pantalons et autres, vous êtes obligé de prendre les perles fines comme perles permanentes. Ça, vous le portez à tout moment. Mais vous pouvez prendre aussi des grosses perles pour des occasions spéciales. Si vous voulez, vous savez que bon, aujourd'hui, je veux faire plaisir à mon homme, ou c'est un mariage, ou c'est le Saint-Valentin. Chérie, regarde-moi. Entre tradition et modernité, les perles de hanche continuent de raconter une histoire, celle d'une féminité assumée, élégante et profondément enracinée dans la culture béninoise. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.